Alors nous, on fait une... C'est bon? Oui. On fait une présentation à deux avec Karine Briot. Donc moi, je suis Agnès Linglard, je suis pédiatre à Bicêtre. Et donc, je m'occupe du centre de référence des maladies du métabolisme phosphocalcique. Et donc, l'idée, c'était de parler des essais thérapeutiques dans l'hypophosphatémie liée à l'X. Et donc, je voulais d'abord commencer par dire qu'on avait, pour cette pathologie, décidé de changer le nom et d'enlever le mot rachitisme pour essayer d'enlever cette notion un peu négative de l'enfant rachitique, tout, voilà. Donc on essaye maintenant d'employer plus le terme d'hypophosphatémie liée à l'X qui est plus précis en plus sur la notion de la physiopathologie de la maladie. Alors, donc ça c'est mes liens d'intérêt. Donc je suis investigateur pour l'essai clinique et donc du coup on reçoit pour l'hôpital des sous. Alors, très rapidement, la physiopathologie de la maladie, c'est des patients qui ont des mutations d'ANFEX, qui est un gène qui est sur le chromosome X, qu'on a mis sur la partie, voilà, sur la partie gauche de la diapositive. Et ce gène, il est exprimé dans les ostéoblastes et les odontoblastes. Et cette mutation va entraîner la production par ces cellules et par les ostéocytes, qui sont des cellules qui sont dans l'os, que j'ai représenté en bas sur la diapositive, d'une protéine circulante qui s'appelle le FGF23. Et cette hormone est une hormone très importante puisqu'elle sert à réguler le phosphate. Et donc la production excessive de phosphate dans le sang va agir sur le rein, qu'on voit à droite sur la diapositive, et va avoir des conséquences très importantes puisque ça va entraîner un ralentissement de la croissance, ça va entraîner des déformations des jambes et un rachitisme qui résiste à la vitamine D, d'où la dénomination initiale de rachitisme vitamino-résistant. Donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et la cause de la maladie, c'était cette perte de phosphore, puisque le phosphore part dans les urines, et l'absence de production de vitamine D par le rein. Donc le traitement idéal, ou le traitement depuis 1975 de cette maladie, c'était de donner du phosphore aux enfants et aussi de leur donner la forme active de la vitamine D qui n'était pas produite par le rein. Et donc, depuis 1975, on utilise ce traitement. Alors, on sait tous ceux qui utilisent ce traitement, que si le traitement est bien pris, si on a des bons patients, si on est un bon docteur, ça marche, c'est l'impression qu'on a. Mais parfois ça marche moins bien et surtout on a très peu d'évaluations objectives de ce traitement. C'est quand même incroyable, finalement il n'y a quasiment pas d'études bien faites pour dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je vous ai mis, on n'a que des études rétrospectives. On fait entre 50 et 60% d'opérations pour redresser les jambes à la fin de la croissance. Les meilleurs travaux sont faits par les dentistes d'évaluation objective de l'efficacité du traitement. Il y a aucun effet sur le taux de phosphore de ce traitement-là. Il n'y a aucun effet sur le taux de vitamine D non plus, qui sont finalement les vrais points finaux de la maladie. Et on n'a aucune donnée quantitative d'efficacité de ces traitements-là sur le rachitisme. Donc c'est vraiment ce qu'on voit sur les radios. Donc c'est là où on en est aujourd'hui. Alors il y a un nouveau traitement qui existe et qui est en cours de développement. C'est d'utiliser, au lieu d'agir vraiment au bout de la chaîne, c'est-à-dire de donner du phosphore et de la vitamine D, on va plutôt bloquer ce taux excessif de FGF23 en donnant un anticorps anti-FGF23. Et donc Ultragenyx, qui est une compagnie américaine, a développé un anticorps monoclonal anti-FGF23. Et donc, je vais vous présenter les résultats qui ont été présentés dans différentes conférences et que j'ai présentés moi-même au Congrès européen d'endocrinopédiatrie. Et donc, on va agir à peu près au milieu de la chaîne, en fait, donc en diminuant les taux de FGF23, ce qui va permettre, on suppose, d'agir sur le bout de la chaîne.
Et donc, il y a eu des essais précliniques chez la souris qui ont été efficaces, qui ont montré que la souris guérissait son rachitisme et améliorait sa croissance. Et puis, il y a eu des essais de phase 1 et 2 chez l'adulte qui ont aussi montré une amélioration du taux de phosphore. Et donc là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est l'essai de phase 2 chez l'enfant, qui est un essai international qui regroupe des patients qui ont été inclus aux États-Unis et en Europe. Et donc, nous, on a 2 patients en France qui ont été inclus dans cet essai. Et donc, dans cet essai de phase 2, il y a des patients qui ont été traités avec cet anticorps monoclonal, donc c'est-à-dire avec des doses initialement différentes et croissantes, et 2 types d'injections différentes. C'est des injections sous-cutanées d'anticorps. La moitié des patients recevaient une injection tous les 15 jours et l'autre moitié des patients recevaient une injection par mois. Et donc, on compare l'effet de ces 2 traitements. Et comment est-ce qu'on compare l'effet de ce médicament? Et bien, finalement, le critère le plus quantitatif et le plus facile pour comparer l'efficacité du médicament, c'est quoi? C'est le phosphore. Donc le phosphore sanguin, finalement, c'est très facile à mesurer. Et donc ça a été, ça c'est un critère très facile à mesurer. C'est celui-là qu'on regarde. Le deuxième, c'est le taux de vitamine D, de 1,25 de vitamine D active circulant. Et le troisième, c'est le rachitisme sur les radios. Alors là, c'est déjà plus difficile parce que c'est subjectif. C'est le radiologue qui va dire, qui va quantifier le rachitisme sur la radio. Vous pouvez rien mesurer. Vous pouvez dire ça s'améliore, ça s'améliore pas. Je vais donner un chiffre. Donc là, c'est déjà un peu plus quand même subjectif. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, la réponse c'est ça fonctionne. Donc, c'est quand même c'est une excellente nouvelle dans le monde de l'hypophosphatémie liée à Alix, et c'est un énorme espoir pour les enfants atteints de cette pathologie. Et donc, quand vous regardez en haut à gauche, alors est-ce que je peux voir? Oui. Donc là, vous voyez, c'est les taux de phosphate. Alors, en bleu, sont les patients qui reçoivent une injection tous les 15 jours. Vous voyez que la dose a été augmentée au cours du protocole. Et ben, en gris, c'est la phosphatémie normale. Ils ont une phosphatémie très basse au départ et leur taux va monter. Et au final, ils vont arriver à la limite inférieure de phosphore et ça va rester comme ça à la suite dans le protocole. Et finalement, ceux qui avaient une injection par mois, et ben ça tient pas suffisamment et le phosphore redescend. Finalement, au bout d'un mois, ça redescend trop. Et donc, ceux qui avaient une injection par mois vont finalement, au bout de 36 semaines de protocole, être passés à une injection toutes les 15 jours parce que l'effet n'est pas suffisant. Et ça, c'est en dessous, vous avez les taux de vitamine D, c'est pareil, ça va monter progressivement au cours du protocole. Donc, ces 2 critères quantitatifs ont répondu très bien à l'anticorps monoclonal. Ça, c'est un point qui est très intéressant, c'est l'effet sur la marche, sur la capacité à marcher des enfants. Donc, on utilise le test de marche de 6 minutes. Vous faites marcher les enfants pendant 6 minutes et vous mesurez la distance qu'ils sont capables de marcher. Et vous voyez que par rapport au début, ils ont tous augmenté leur capacité à marcher au bout de plusieurs semaines. Et donc là, je vous ai mis nos 2 patients, les radios de rachitisme. Alors c'est en petit, on ne voit pas très bien, mais ce que vous pouvez voir quand même, alors même que là la radio n'a pas été super bien faite parce que les 2 pieds ne sont pas serrés, mais la déformation s'est quand même améliorée, les jambes ne sont plus aussi arquées, et pour cet enfant-là qui a les jambes en génivalgum, de même la déformation des membres inférieurs en 40 semaines s'est aussi nettement améliorée. Donc il y a un effet sur le rachitisme qui est évident. Alors là, c'était pour vous montrer le 6 minutes, mais je crois qu'on a un petit problème avec la vidéo. Et oui, on a un problème, c'est que forcément, voilà, donc ça va pas marcher. Voilà, je suis désolée parce que j'avais pas truqué, mais ça marche pas sur le PC. Donc vous me croirez sur parole, quand on fait démarrer les 2 vidéos en même temps, au bout d'1 an de protocole, il marche beaucoup plus vite. Voilà. Alors il reste beaucoup de questions non résolues.
il reste beaucoup de questions non résolues, c'est-à-dire que ça, ce sont les critères les plus évidents, mais c'est une maladie qui ne touche pas que les jambes, qui ne donne pas que un rachitisme. Il y a une atteinte évidente du muscle, il y a une atteinte des dents, il y a une atteinte neurologique, il y a une atteinte des oreilles, de l'audition, il y a une atteinte des parathyroïdes, il y a une atteinte rénale. Tout ça n'a pas été évalué, donc on a encore énormément de travail à faire. Et donc ça, c'est ce qu'on fera dans l'avenir. Donc je laisse la parole à Karine pour l'aspect adulte. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis rhumatologue adulte et donc effectivement j'ai aussi des liens d'intérêt puisque Cochin est un des centres qui a accueilli l'essai de phase 3 sur l'anti-FGF23, le burosumab, son nom qui sera destiné. Et donc nous on voit des patients adultes avec différentes problématiques par rapport à l'enfant, en particulier des patients qui sont douloureux, qui ont une fatigue musculaire, des raideurs articulaires, une qualité de vie qui est très altérée. Ça c'est sur le côté musculo-squelettique. Il y a bien entendu d'autres complications dentaires, les complications néphrocalcinoses ou endocriniennes liées au traitement, l'hyperpara et tout ça. Et donc on a mis en place des consultations multidisciplinaires où on discute pour ces patients en particulier des traitements de la douleur et de l'impotence fonctionnelle. Donc on a le traitement médicamenteux et on a repris de plus en plus de traitements par phosphate et dérivés actifs de la vitamine D, mais avec des réponses très variables parce que même si je n'ai pas le temps de vous exposer ce qu'est la douleur d'un patient XLH, il y a différents types de douleurs. Il y a les douleurs sur fissures osseuses, les douleurs articulaires sur des raideurs, les douleurs musculaires, les douleurs osseuses diffuses. Et c'est vrai que chez certains patients, et on l'a bien vu quand on leur a arrêté le traitement pour entrer dans l'essai, ils étaient bien améliorés sur le plan des douleurs et d'autres pas du tout. Il y a aussi la discussion avec les chirurgiens parce qu'il y a des arthroses précoces, il y a des déformations parfois qu'on est amené à traiter chez l'adulte jeune qui a parfois été pas suffisamment bien traité ou pas bien suivi son traitement pendant l'enfance. Et puis, un volet extrêmement important qu'on est en train de mettre en place, c'est que compte tenu d'une maladie qui est aussi à composante musculaire, il y a vraiment un déconditionnement à l'effort et donc on les rééduque. C'est très dur de les rééduquer et donc c'est vrai qu'on a des patients qui restent avec différents types de problèmes à l'âge adulte, des arthroses précoces, des fissures osseuses, des ossifications qui entraînent des raideurs articulaires, en particulier du bassin et du rachis. Donc ça, c'est juste sur le côté musculo-squelettique. Et avec les traitements actuels, on arrive en tout cas pas bien à traiter leurs problèmes. Et on avait montré l'année dernière, dans cette publication, que chez 52 patients suivis donc à l'époque, que leur qualité de vie, on avait choisi les scores HAQ, Rapid 3, qui est un score rhumatologique plus court que le SF36 qu'on avait également choisi, que leur qualité de vie était, par rapport aux valeurs seuil, dans la colonne de droite, significativement altérée. C'est des patients en moyenne de 40 ans, plutôt des femmes, et qui avaient un profil comme on les voit actuellement avec les douleurs. Et quand on avait cherché à savoir les facteurs associés à une altération de la qualité de vie, on avait trouvé que l'âge, le sexe féminin, la fatigue musculo-squelettique et la présence des ossifications de type anthésophyte, au rachis, notamment, que l'on peut voir, étaient significativement associés à une qualité de vie altérée. Et donc, ça partait quand même de ça donnait toute une base pour évaluer ces patients pour un éventuel effet de l'anti-FGF23 dans une phase 3 où on se dit que probablement que les critères d'évaluation ne sont pas les mêmes que chez l'enfant. C'est pas la minéralisation sur la radio, c'est autre chose. C'est plutôt des scores de qualité de vie, une fatigue, des scores fonctionnels. Peut-être, comme on ne sait pas pourquoi les anthésophytes apparaissent, mais je ne pense pas que ce sera l'étude de phase 3 qui répondra à cette question, mais ça partait d'une base. Alors, l'anti-FGF23 chez l'adulte, je ne pourrais pas vous montrer les résultats de la phase 3 parce qu'elle est en cours. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que demain, il y a une annonce presse sur les premiers résultats à 24 semaines. Donc, c'est dommage pour la réunion. Mais en tout cas, vous pourrez le savoir demain. Alors, on a les études de phase 1 et phase 1-2 qui étaient intéressantes. C'est des études chez l'adulte de pharmacocinétique et de pharmacodynamique pour trouver vraiment le régime de dose qui est donc 1 mg kilo, qui était adapté chez ces patients. Et est-ce que c'était des rythmes toutes les 8 jours, 15 jours, 22 jours ou un mois. Au bout du compte, ça a montré qu'une dose était efficace pour monter la phosphatémie, monter la 1,25. Donc c'était efficace sur le plan biologique, bien toléré. Vers l'adulte, ce qui était testé dans la phase 3, c'est 1 mg kilo toutes les 28 jours, donc en sous-cutané. Et ce qui est intéressant de ces phases 1 et 1-2, dont l'efficacité biologique a déjà été montrée, c'est qu'ils ont sorti des données sur la qualité de vie des patients suivis en phase
1 et 2 donc chez une vingtaine de patients. Bien entendu, il n'y a pas de placebo sur toute cette durée qui est en moyenne de 4 injections. Donc ils ont évalué après 4 injections, donc 4 mois chez 26 patients, comment se comportaient les scores de qualité de vie. Les scores choisis ne sont pas anodins, c'est SF36, score de qualité de vie utilisé dans la plupart des maladies, le WOMAC, ce qui est un score plus rhumatologique sur notamment la fonction physique, la raideur articulaire. Et alors, pour vous lire vite, puisqu'on est en retard, en gros, certains paramètres du SF36, donc ça c'était publié l'année dernière, ont tendance à s'améliorer, en tout cas ce qui est lié à la fonction physique, le BP, et au Physical Component Score du SF36, donc tout ce qui est lié à la composante physique s'améliore. Ce qui est lié à la composante psychologique ne varie pas, donc c'est 26 patients, 4 injections, et le WOMAC, fonction physique et raideur, semble s'améliorer. Donc c'était en gros les premières données cliniques que l'on a chez des patients adultes recevant l'anticorps anti-FGF23, mais pas du tout dans une phase 3. Et dans cette population, il n'y avait pas de groupe témoin, ils ont choisi une population témoin, pas de groupe placebo, mais un groupe témoin de patients de même âge et de même sexe qui avaient une arthrose. Et ils ont comparé les scores leurs scores, et notamment le WOMAC et le SF36. Et en gros, au départ, alors c'est un peu dur à lire comme schéma, les patients XLH avaient des scores moins sévères que les patients arthrosiques. Mais en tout cas, tous les patients XLH, donc en gros, les patients arthrosiques étaient en dessous. Vous voyez, ils sont vraiment tous positifs. Et en gros, sous anticorps anti-FGF23, tous les scores du F736 et du WOMAC par rapport aux arthrosiques s'améliorent, ce qui n'était pas le cas dans l'arthrose, puisqu'il n'y a pas de traitement de l'arthrose, mis à part un effet placebo dans l'arthrose. Donc c'était plutôt des choses encourageantes. Alors, un des enjeux de l'anticorps anti-FGF23 sera aussi sur la fonction musculaire. Vraiment, la fatigue musculaire, quand on essaie de reconditionner les patients adultes, c'est un problème majeur. Donc là, il n'y a pas de données chez l'homme, il y a des données chez la souris que je vous remets. On n'avait pas bien regardé, bon, on avait regardé, mais ce n'est pas données qu'on présente souvent parce que c'est données musculaires, que les souris traitées par anticorps anti-FGF23 améliorent leur force musculaire à la patte et ce schéma-là. Et leur nombre de contractions musculaires aussi, donc une meilleure réactivité musculaire. Je pense que c'est un des enjeux. Donc il y a le test de marche sur 6 minutes, qui est un bon test de fonction physique, bon, pas réellement de fonction musculaire, mais un test global qui a été fait chez l'adulte. Donc la phase 3, donc c'est pas 120 sujets, c'est 132 sujets exactement dans le monde. Il y a à peu près un petit peu moins de 30 patients en France intégrés dans cette étude de phase 3. Ce qui sera donc demain en presse, en presse sur Internet, ça sera les données des 24 premières semaines, c'est-à-dire dans les 24 premières semaines, les patients étaient contre placebo. Actuellement, on commence l'extension à 1 an, donc il y avait 1 an d'études, et actuellement on commence l'autre extension, où tous les patients depuis au moins plus de 6 mois reçoivent le traitement. Il y a une étude parallèle chez 14 patients qui porte sur les données de biopsie osseuse qui ont été faites chez les adultes pour voir si les scores s'amélioraient sous traitement. Que vous dire de plus sans vous dire ce qu'il y a pour demain? Rien, mis à part que c'est plutôt encourageant pour continuer. En tout cas, quel était le type de profil de patients intégrés dans les essais? Donc ça, c'était un abstract à l'SBMR, donc j'ai vraiment été chercher pour montrer des données plus cliniques pratiques. En fait, ça correspond un peu aux patients que l'on a intégrés dans les essais. C'est donc les patients qui étaient intégrés dans les études de phase 1-2. C'était 20 patients. Et ça correspond c'est essentiellement des femmes, âge moyen près de 50 ans, une phosphatémie très, très basse, à peu près 30% une hyperparathyroïdie biologique à l'entrée pour être intégrés. En fait, 60% avaient une chirurgie des membres inférieurs, 50% d'anticentre de fracture. Tout ça, c'est des chiffres que l'on a également dans notre expérience plutôt française. Tous avaient des douleurs et une raideur articulaire. C'est le critère pour entrer dans l'étude de phase 3, il faut avoir une douleur au-delà d'un seuil. Et leur niveau de douleur, vous allez voir que cette question 3 du BPI, en fait, c'est la question qui sert à l'inclusion des patients dans la phase 3, et c'est un des critères d'évaluation de la phase 3. Il était en moyenne à 6,6. On dit que c'est douloureux et sévère, c'est les 24 dernières heures à partir de 6. Voilà, tout ça, c'est pour donner le profil. Les questions, c'est est-ce que ça va marcher sur la biologie? Probablement. Est-ce que ça va marcher sur la douleur, la qualité de vie, la fonction musculaire, la fatigue? On le saura probablement avec le résultat de la phase 3. Ce qui nous intéressait, c'est aussi les ossifications, la prévention des aggravations structurales, mais ce n'est probablement pas le design de la phase 3 qui permettra de répondre à la question. Voilà, merci pour votre attention.